Ça fait quelques jours que la dernière version de Windows circule sur Internet. Ce n'est pas encore une version complète, c'est une version, pas d'évaluation, mais disons de développement. Nous allons prendre quelques minutes aujourd'hui pour l'évaluer. Si vous voulez consulter la vidéo, le processus d'installation, vous pourrez toujours rejoindre les liens qui sont dans la description. Mais cette capsule-ci sera plus consacrée à l'analyse au survol de cette nouvelle, j'allais dire distribution, de ce nouveau système. Alors, l'instance sur laquelle nous sommes en train de tester cette installation, c'est une machine virtuelle. Elle est dotée de 4 Go de RAM. Je lui ai alloué 4 processeurs ou 4 threads. Ça dépend de comment est-ce que vous voyez cela. Il s'agit là des caractéristiques minimales de base. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas utilisé intensément, mais jusqu'à présent, c'est plutôt utilisable, ça fonctionne, c'est acceptable. Je dois juste préciser que l'installation a été pénible et, à mon sens, anormalement longue. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est une machine virtuelle, je ne sais pas si c'est parce que... Ah, cette chanson est délicate. Je ne sais pas si c'est parce que les paramètres minimaux de base sont trop petits. Aucune idée. Autre chose, cette version de Windows, en tout cas la version développement, n'est disponible qu'en 64 bits. Je ne sais pas si à un moment donné ils vont l'offrir en 32 bits. Il semblerait que non. Avant de parler de la distribution, pas de la distribution mais du système, je tiens à préciser que le tout premier écran, parce qu'il y a des écrans d'installation, comment dire ça, classique, disons, quand on vous demande la langue d'installation et tout le reste, qui ressemble beaucoup aux interfaces qu'on avait dans Windows 10. Mais le tout premier véritable écran de Windows 11 a été comme une bouffée d'air frais pour moi, parce qu'il y avait une qualité d'esthétique que j'avais rarement vue chez des produits Windows de base. Bien entendu, il existe des logiciels qui peuvent embellir le système, changer le thème, changer l'habillage et tout le reste. Mais de base, comme ça, là, ça a été quand même assez rafraîchissant. J'ai quand même été déçu, anormalement déçu, intensément déçu, je veux dire, par le fait que lors de l'installation, il ne proposait que l'anglais. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'en 2021, ils ne sont pas capables d'offrir des installateurs dans toutes les langues. Ça veut dire que même la plus petite des distributions de Linux, les frugales, là, elles viennent dans pratiquement toutes les langues. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que un système qui fait, parce que l'ISO fait 4 gigas, 5 gigas, je sais plus trop, donc c'est la taille d'un DVD, ils arrivent pas à mettre toutes les langues, au moins les langues principales, français, anglais, allemand, espagnol, c'est incroyable. Alors si pour avoir une langue particulière, il faut un CD particulier. Ça fait beaucoup de gestion au niveau de Microsoft. Je suis vraiment déçu. Je suis aussi déçu par leur gestion du clavier. Il est vrai que si j'étais en France ou si j'étais aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, le problème ne se poserait probablement pas. Mais avec les claviers québécois, c'est parfois délicat. Donc j'aurais préféré qu'il y ait des inputs ou alors un aperçu visuel des claviers. Bon bref, ça c'est des détails. Alors, on va parler de l'esthétique globale. Euh, je suis vraiment impressionné par cette version de Windows. Euh, il y a une subtilité, une délicatesse, une finesse que je ne lui connaissais pas. Mac a souvent des finesses semblables. Il y a également certaines distributions Linux comme euh, Element- Elementary OS, et il y en a encore quelques-unes là qui ont un sens assez poussé de l'esthétique. Vous me direz qu'ils se sont inspirés de macOS, je vous le concède. Donc c'est vraiment rafraîchissant de pouvoir constater cela.
Alors, les icônes qui sont sur le bureau ne me semblent pas très différentes. Par contre, celles qui sont ici au niveau de la barre de lancement rapide, de la barre des tâches, me semblent beaucoup plus épurées. Et lorsqu'on ouvre par exemple l'explorateur de fichiers, alors j'ai bien aimé. Bon, ici, là, les fenêtres, je pense que ça contraste un peu. Parce que par exemple, le tout premier écran que j'ai vu, celui qui permet de faire les configurations initiales dans Windows 11, ils avaient des bouts arrondis qui, à mon sens, correspondent à peu près à l'esthétique globale du système. Mais la fenêtre ici, elle est un peu plus rigide. Ça me rappelle plus Windows 10. C'est pas mauvais, c'est pas désagréable, c'est pas laid. Mais je trouve que c'est personnel, hein, que ce n'est pas pleinement cohérent avec ce qui avait été annoncé. Et ça contraste un peu avec, vous regardez un peu la nature des icônes ici, là. Je les trouve vraiment très délicates. J'ai l'impression d'être dans une distribution, dans une distribution Linux. Alors c'est vraiment très agréable. On va parler de la performance tout à l'heure, mais jusqu'à présent, l'ouverture des fenêtres et tout le reste, c'est plutôt agréable, c'est plutôt normal. Alors, expérience utilisateur, de quoi est-il question ici? Vous voyez les icônes, elles sont arrondies, la fenêtre est ici. Bon, ben, euh, je pense qu'il manque. Bon, mais en même temps, c'est la version, pas démo, mais. Ok, OneDrive, non, je ne veux pas l'installer pour le moment, la date. Très bien. Ok, une des premières choses qui frappe vraiment l'imaginaire, c'est la barre des tâches. Traditionnellement, et la barre de lancement rapide. Traditionnellement, je peux dire que pratiquement depuis le début, hein, ça s'est toujours situé par défaut en bas à gauche, mais là, c'est au centre carrément. Donc nous avons le bouton démarrer. Ah, il y a le logo également qui a changé. Il est plus, comment dire ça? Il est plus carré. Alors là, je sais pas, j'ai des icônes, je sais pas, elles apparaissent pas, je sais pas si c'est un problème ou quoi. Donc nous avons le bouton démarrer qui est là, ici au milieu. Je vous dirais que c'est rafraîchissant. C'était pas souvent comme ça, maintenant c'est comme ça. Bon, ben, c'est intéressant. Euh, le bouton de recherche, je le trouve beaucoup plus rapide que celui de Windows 10. Il est vraiment snappy là. Bon, peut-être aussi c'est parce que j'ai encore rien installé. Donc il est plutôt réactif. Alors ça c'est quoi? Task View. Ah ok, c'est pour la gestion des bureaux virtuels. Ok. Un autre comportement que je pense qu'ils ont emprunté à Linux. En tout cas sur Linux, c'est quelque chose qu'on retrouvait depuis de très nombreuses années. Ça c'est quoi? Les widgets? Ah ok, c'est les widgets. Oui, j'imagine c'est pour pouvoir voir le journal, Bing, la météo, ce genre de choses. Je ne me suis pas encore connecté. L'explorateur de fichiers avec ces icônes que je trouve vraiment très délicates. Magnifique. Nous avons également par défaut Microsoft Edge. C'est la version, je pense que c'est la version qui utilise Google Chrome ou Chromium en arrière-plan, je pense. Donc, suivant, you are in control, try collections, get rewarded, complete setup, inspirational, informational, focused. Bon, je vais prendre inspirational. Continue without signing. Je vais le faire un peu plus tard. Alors, essayons de voir un peu pour voir la fluidité. Si on va sur sokawakata.com, ouais, c'est plutôt fluide hein, pour une machine virtuelle. On va voir la performance tout à l'heure. On y reviendra. Alors,
Nous avons également par défaut ici la boutique Microsoft. Ils ont vraiment fait un travail, peut-être ils ont une nouvelle équipe de designers parce que c'est vraiment épuré. Au niveau des icônes, en tout cas, le travail, je trouve, pour le moment, est formidable, il est cohérent. Alors voici la boutique, nous allons l'explorer tout à l'heure. Ubuntu, Kizako Keda. Et bref, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Euh, alors, ici, si on clique là, nous avons accès au niveau des applications. Alors, qu'avons-nous par défaut? Qu'avons-nous par défaut? Donc, je vais venir ici. Bon, déjà, nous avons les applications qui sont pinned, épinglées. Ce sont les applications principales. Nous avons le navigateur, bien entendu, le courrier, l'heure, le calendrier, la boutique, les photos, settings, la calculatrice. OK. Observons, on peut voir toutes les applications. Quelles sont celles qui sont là par défaut? Nous avons l'alarme, la calculatrice, le calendrier, la caméra. La caméra, de quoi il s'agit? Ah, ok, 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 ok. Ça se connecte à la caméra. Ok, d'accord, parfait. Bah oui, la caméra. Nous avons Cortana, Feedback Hub, File Explorer, le gestionnaire de fichiers. Groove Music, une application pour le courrier électronique, pour les cartes. Microsoft News. Solitaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle version de Solitaire est-ce? Oh, ok. Je regarderai ça une autre fois. Euh, Microsoft To Do. Movies and TV. De quoi est-il question? Je suis pas très Microsoft, hein, donc sauf pour le bureau. Mais au bureau, ça c'est le genre d'application que j'essaye même pas d'ouvrir en général. Ah ok, je vois un peu. C'est un peu comme Google Play Music, Google Play Vidéo. Ça doit être la version Microsoft de l'application. Donc aujourd'hui, c'est une revue rapide, on va pas passer ça en détail. Notepad, en tout cas l'icône est fantastique là. Est-ce qu'ils ont bonifié l'application? Non, pas du tout. Ils se sont même pas inspirés de Notepad++. On a toujours les mêmes, apparemment du moins, on a toujours les mêmes fonctionnalités. Alors ça, c'est quelle version? Notepad est là depuis le début, la version 10.21. Ok. Quoi d'autre? Alors, Office. Alors ça, c'est quelque chose que Microsoft, euh, je sais pas. Une des choses qui m'avait impressionné chez Linux au tout début, c'était le fait que quand on installait une distribution, qui d'ailleurs tenait dans un CD de 700 quelque chose de mégas, et même à l'époque, Windows ne tenait pas sur un CD, je pense pas. En fait, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps. Dans tous les cas, dans un CD, vous aviez le système d'exploitation qui vous offrait l'environnement du bureau, le gestionnaire de fichiers, les outils de base pour compresser. Et je pense qu'à l'époque, Windows n'avait même pas WinZip, hein. WinZip était, il fallait installer WinZip séparément. C'est un peu plus tard qu'ils ont intégré un compresseur de fichiers dans le système. Avant, il n'y avait pas, il fallait installer ça séparément, etc. Alors que les distributions Linux, depuis très longtemps, intègrent ces éléments-là par défaut. En plus de tout ça, ils intègrent une suite bureautique, même pas une application de bureautique. Donc, on n'est pas en train de parler de Notepad ou WordPad. Soit dit en passant, est-ce que WordPad est là? Oh, oh, pour la première fois, ils ont dégagé WordPad. Et bois, il n'est pas là. Bon, bref. Non, donc, c'est pas juste une application de traitement de texte, c'est carrément une suite bureautique qui était offerte dans pratiquement toutes les distributions, avec traitement de texte, tableur, présentation, parfois base de données, Kizako Keda.
We are adding a new feature to Windows. Ah, bref, on va voir ça tout à l'heure. Alors, je suis vraiment surpris qu'en 2021, ils n'offrent toujours pas de suite bureautique dans leur image qui est toujours aussi gigantesque. Et c'est d'autant plus troublant qu'ils offrent Office Online, qui offre des versions gratuites pour un usage personnel. Ils auraient pu interfacer ça. Il y a des distributions Linux qui, dans les applications de la catégorie bureautique, vous mettent des liens vers Word Online, Excel Online, PowerPoint Online. Donc, pour peu que vous ayez un compte Microsoft, vous y avez accès, un peu comme avec Google Docs, Google Slides et tout le reste. Ils auraient pu mettre au moins ces liens. Je suis vraiment dépassé par les événements. Alors, si je clique sur Office, que va-t-il se passer? Je rêve, on ne sait jamais. Ok, c'est à peu près ça. Bon, je retire partiellement ce que j'ai dit, j'avais pas testé. Je suis désolé, je suis pas vraiment très Microsoft. Ok. Donc, il propose de sign in. Mais ça aurait été peut-être beaucoup plus simple d'avoir, en fait, c'est moi qui dis, hein, d'avoir carrément Word Online, Excel Online, etc., etc. OneDrive, bien entendu. Paint, voilà un autre sempiternel. Est-ce que quelque chose a changé? Si Notepad n'a pas changé, je ne vois pas pourquoi Paint changerait. Paint ne semble pas avoir changé non plus. About 10.21. Ah, mais on dirait que... Attendez un peu. 10.2104. J'ai l'impression que c'est ce que il y avait dans Notepad. 10.2102. Ah, close. Ok. Ça ne semble pas avoir évolué. Bon, j'ai pas testé les fonctionnalités, mais visuellement, ça semble être pareil. Mais c'est là que je trouve que... Bon, c'est une fois de plus, c'est la version démo. Mais je trouve qu'ils sont pas allés nécessairement au bout du rêve qu'ils nous ont vendu. Parce que l'interface est vraiment très épurée. Ça a l'air un peu arrondi là. Mais ici, à l'intérieur, ça n'a pas beaucoup changé. Mais bref, ils ont déjà fait ce changement, c'est déjà magnifique. Snip and Sketch, Snipping Tool, alors ça c'est quoi? Snipping Tool, je le connais. Snip and Sketch, voyons voir. C'est pas un rôle similaire à celui-ci? J'ai l'impression que ce sont deux applications qui font la même chose. In a future update, Snipping Tool will be moving to a new home. Ah, c'est peut-être dans lui qui va le remplacer. Ah, Snip and Sketch, c'est son successeur. Ok, ok, donc c'est la passation de pouvoir. Dans celui-ci, il va disparaître probablement dans la version pleine de Windows 11 ou alors disons dans un futur imminent. Ah, c'est son successeur. Ok, bon à savoir. Donc c'est pour assurer la transition probablement. Qu'avons-nous d'autres? Sticky Notes, oui. Tips, Voice Recorder, ok. Weather, Windows Ease of Access, Kezako Keda. Ah, ok, 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 c'est pour l'accessibilité, parfait. Windows Security, ok. Windows Terminal. Ah, maintenant il appelle le terminal, ce n'est plus Command Line. PowerShell. Voyons voir si je tape CMD. Command Prompt. Ok, ils sont toujours là. Ok, parfait. Ok, parfait. Justement, lui, le Powerline, là, le terminal, je vais le pin. Donc, je clique droit, je vais faire pin to start. Oh non, pas pin to start. And pin from start. More. Pin to taskbar. Ouais. Bon, vous savez, les Linuxiens et le terminal, hein.
il peut pas aller plus loin que ça. Ok, on va le laisser là. Alors, qu'avons-nous d'autres? Windows Tools, Xbox Game Bar, et puis Your Phone. J'ai cru entendre que on pouvait connecter cette version de Windows, on pouvait la faire communiquer, pas nativement, mais presque, avec les téléphones Android et iOS. C'est peut-être vrai, je ne l'ai pas essayé. Alors ici au niveau du navigateur, bon, j'ai pas grand-chose à dire. Si c'est la version qui est basée sur Chromium, euh, elle est bien, hein, parce que... Alors, About... Hmm, About Edge, version 9. Mais je pense, je sais pas où est-ce qu'on peut vérifier ça. Bon, j'ai pas l'intention de le faire là maintenant. Mais on reviendra. Alors, Microsoft Store, est-ce que c'est plus responsive? Roblox. Voyons voir. Comment s'appelle le fameux jeu là? Fortnite. Ça traîne un peu. Bon, là, je sais pas si c'est parce que c'est la machine virtuelle ou si c'est l'application qui lag. Alors, pendant qu'on poursuit notre exploration, une des nouvelles qu'ils ont annoncées, c'est le fait que désormais, on sera capable, à partir de Windows, d'exécuter des applications Android. Alors ça, c'est assez intense. Par contre, il y a un tour de passe-passe, c'est que ils vont utiliser pour cela comme passerelle. Ah, ce film-ci, il est amusant. Ils vont utiliser comme passerelle l'Amazon, Amazon, je sais pas trop quoi, Amazon Store. Donc, on va voir un peu. J'aurai l'occasion probablement de revenir dessus. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, on installe le store d'Amazon et une fois qu'on a installé le store d'Amazon, on se connecte avec notre compte Amazon et on peut maintenant télécharger sur notre ordinateur Windows 11 des applications qui sont disponibles dans le store d'Amazon. Alors, les applications qui sont dans le store d'Amazon, ce ne sont pas toutes des applications Android. En fait, ce sont toutes des applications Android, mais le catalogue n'est pas aussi fourni que le catalogue principal d'Android dans le Play Store. Il y a plusieurs applications d'importance qui manquent. Alors, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que c'était si différent. Est-ce que c'est parce que les codes sources sont différents ou alors ce sont les licences à débourser qui sont différentes et qui font que les développeurs qui développent pour le Play Store ne développent pas nécessairement pour Amazon? Je sais pas. Donc, je ne fais pas beaucoup de développement orienté Amazon ou Android, donc je ne serais pas capable de dire. Je n'ai pas vu, par contre... Ah, Settings. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Système, qu'est-ce qu'ils ont pour nous? Ça me semble être à peu près comme Windows 10 ici. Display. Alors, personnalisation, regardons un peu. Ouais, ça semble similaire à Windows 10. Je sais pas s'il y a quelque chose de différent.
La couleur d'accent, ok. Lock screen, ok. Les thèmes, quels sont les thèmes avec lesquels ils nous ont... il n'y en a pas beaucoup. Et là aussi, c'est autre chose, c'est un autre élément que j'ai souvent du mal à comprendre. Par exemple, ici, background, à ce que je comprends, ils nous ont fourni 5 images. Et au niveau des thèmes, ils nous en ont donné 1, 2, 3, 4, 6. Alors que sur Linux, je ne sais pas combien de thèmes ils donnent. Parfois, ils en donnent trop. Bon, vous allez me dire, certains thèmes se ressemblent, les variations sont très minces, sont très petites. Ok, mais ça pèse pas tant que ça. Donc, ils auraient pu être plus généreux. Taskbar, device usage, alors ça c'est bon. Apps, uninstall, tout ça. Gaming, ok. Update and security. Ah, ok. Link your Android and iPhone. Ouais. On retestera cette fonctionnalité un peu plus tard. Les devices, ouais, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait déjà, dans Windows 10. Alors moi, pour ma part, je suis impressionné. Je ne suis pas encore conquis, mais je suis vraiment impressionné. Je ne m'attendais pas du tout. En général, mon rapport avec Windows est un rapport plutôt neutre, ok? Je l'utilise dans certains contextes professionnels, sans plus. C'est un système d'exploitation comme un autre. J'ai travaillé avec tellement de systèmes d'exploitation que je m'adapte tout simplement. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Mais je ne m'attendais pas à recevoir cette claque dans le visage, du moins lors des premiers affichages de l'interface. À l'utilisation de cette version-ci dans une machine virtuelle, ça semble correct. Pas de lag particulier. Là, j'utilise comment dire ça, les caractéristiques minimales recommandées. Et ça semble être correct. Bon, j'ai rien fait d'intense, c'était juste de la découverte. Je trouve qu'ils ne sont pas allés au bout de leur concept, du moins dans la version de développement, parce il semble y avoir une volonté d'arrondir ou alors de rendre les icônes beaucoup plus fines, mais les interfaces au niveau... par exemple, ici vous voyez le menu démarrer, les bouts ici sont arrondis, ok? Ça me semble cohérent avec le design global. Par contre, quand on ouvre les fenêtres, euh, c'est beaucoup plus rigide, ça casse un peu. Bon, je sais pas s'il y a une option quelque part pour changer cela. Taskbar Settings, j'ai cliqué droit dessus. Donc on peut changer l'alignement, peut revenir à gauche, la version classique, ou on peut mettre au centre. Ça change un peu, donc je vais laisser au centre. Show Desktop Button, Show Widget Button, ok. Badges, qu'est-ce qu'on peut faire? Show Task View, Show Search Button, ok. Ok. Ah, j'ai oublié. Je sais pas comment ça se déclenche. Alors, je sais pas comment ça se déclenche, mais le, le snapper, les mécanismes de snap semblent aussi avoir évolué. Mais je sais pas comment ça se déclenche. Alors, c'est pas le bouton démarrer. Est-ce que c'est le bouton tabulation? Non, c'est pas le bouton tabulation. Alors, dans le clic droit, nous avons Open in Windows Terminal. Ça, c'est bien. WinZip est intégré. Ça, c'est bien. Display Settings. Ok, c'est la même chose que tout à l'heure. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter là. Ouais, je suis... Ah, j'allais oublier quelque chose.
Comment est-ce qu'on voit les performances ici? Clic droit, Alt. Ah, premier problème. Je ne pense pas avoir vu Windows Tool. Je ne pense pas avoir vu. Alors, Control Panel, le gestionnaire de tâches. Oh, on a Power Automate qui est là. C'est intéressant ça. Que fait-il? Ah, voici le Task Manager. Steps Recorder, ok. Panneau de contrôle, ok, 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 ok. Alors ça c'est bon. Oh, Power Automate vient par défaut avec le système, ça c'est intéressant. Soit dit en passant, vous pourrez consulter, restez à l'affût, nous sommes en train de préparer un cours sur SharePoint où on va parler très brièvement de Power Automate et de certaines des choses qu'on peut faire avec pour faciliter un peu la gestion de certaines tâches sous SharePoint. Ok, bon ben, on verra ça plus tard. Alors, je vais fermer. Alors, en termes de performance, je pense que j'ai tout fermé. Nous utilisons à peu près 50% de mémoire. Network, je fais pas grand-chose, 1%. Ok. Nous sommes à 4 Go. Ça veut dire que le système est en train d'utiliser en ce moment 2 Go ou presque. C'est un peu intense. Bon, mais l'application est belle. Elle est probablement en train de consommer beaucoup de, beaucoup de mémoire là. Alors je me demande ce que ce sera si jamais je suis en train de faire quelque chose d'intense. Ah, mais ça a toujours été le problème avec Windows. En dehors peut-être de Windows XP, qui pouvait tourner genre de manière assez correcte, hein, avec 128 ou 172, je me rappelle plus très bien, j'avais fait l'expérience. Toutes les autres versions de Windows consomment passablement de l'espace et de la mémoire. Oh, justement, en parlant d'espace, en termes de disque dur, j'en suis où? Donc, l'installation m'a pris 30 Go à peu près. Et il n'y a pas de suite bureautique. C'est incroyable. Donc, en fait, tout ce qu'on a vu là, tout ceci, il n'y a même pas de chiffrier, rien, 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 rien. Donc, tout ceci, c'est 30 Go. Et côté performance, on reviendra. Alors, ça va clore notre analyse exploratoire et initiatique de Windows 11. Je tiens à rappeler que ce n'est que la version démo ou dev ou insight ou insider ou peu importe. C'est pas encore la version pleine. Mais elle me semble vraiment très stable. Et le processus de mise à jour aussi semble intéressant. Bon, peut-être on reviendra, on fera d'autres capsules à cet égard. À la prochaine. Si vous voulez consulter la vidéo, le processus d'installation, vous pourrez toujours rejoindre les liens qui sont dans la description. Mais cette capsule-ci sera plus consacrée à l'analyse au survol de cette nouvelle, j'allais dire distribution, de ce nouveau système. Alors, l'instance sur laquelle nous sommes en train de tester cette installation, c'est une machine virtuelle. Elle est dotée de 4 Go de RAM. Je lui ai alloué 4 processeurs ou 4 threads. Ça dépend de comment est-ce que vous voyez cela. Il s'agit là des caractéristiques
minimale de base. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas utilisé intensément, mais jusqu'à présent, c'est plutôt utilisable, ça fonctionne, c'est acceptable. Je dois juste préciser que l'installation a été pénible et, à mon sens, anormalement longue. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est une machine virtuelle, je ne sais pas si c'est parce que... Ah, cette chanson est délicate. Je ne sais pas si c'est parce que euh, les paramètres minimaux de base sont trop petits. Aucune idée. Autre chose, cette version de Windows, en tout cas la version développement, n'est disponible qu'en 64 bits. Je ne sais pas si à un moment donné ils vont l'offrir en 32 bits. Il semblerait que non. Avant de parler de la distribution, pas de la distribution mais du système, je tiens à préciser que le tout premier écran, parce qu'il y a les écrans d'installation, comment dire ça, euh, classique, disons, quand on vous demande la langue d'installation et tout le reste, qui ressemble beaucoup aux interfaces qu'on avait dans Windows 10. Mais le tout premier véritable écran de Windows 11 a été comme une bouffée d'air frais pour moi, parce qu'il y avait une qualité d'esthétique que j'avais rarement vue chez des produits Windows de base. Bien entendu, il existe des logiciels qui peuvent embellir le système, changer le thème, changer l'habillage et tout le reste. Mais de base, comme ça, là, ça a été quand même assez rafraîchissant. J'ai quand même été déçu, anormalement déçu, intensément déçu, je veux dire, par le fait que lors de l'installation, il ne proposait que l'anglais. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'en 2021, ils ne sont pas capables d'offrir des installateurs dans toutes les langues. Ça veut dire que même la plus petite des distributions de Linux, les frugales, là, elles viennent dans pratiquement toutes les langues. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que un système qui fait, parce que l'ISO fait 4 gigas, 5 gigas, je sais plus trop, donc c'est la taille d'un DVD, ils arrivent pas à mettre toutes les langues, au moins les langues principales, français, anglais, allemand, espagnol, c'est incroyable. Alors si pour avoir une langue particulière, il faut un CD particulier. Ça fait beaucoup de gestion au niveau de Microsoft. Je suis vraiment déçu. Je suis aussi déçu par leur gestion du clavier. Il est vrai que si j'étais en France ou si j'étais aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, le problème ne se poserait probablement pas. Mais avec les claviers québécois, c'est parfois délicat. Donc j'aurais préféré qu'il y ait des inputs ou alors un aperçu visuel des claviers. Bon, bref, ça, c'est des détails. Alors, on va parler de l'esthétique globale. Euh, je suis vraiment impressionné par cette version de Windows. Euh, il y a une subtilité, une délicatesse, une finesse que je ne lui connaissais pas. Mac a souvent des finesses semblables. Il y a également certaines distributions Linux comme euh, Element- Elementary OS, et il y en a encore quelques-unes là qui ont un sens assez poussé de l'esthétique. Vous me direz qu'ils se sont inspirés de macOS, je vous le concède. Donc c'est vraiment rafraîchissant de pouvoir constater cela. Alors les icônes qui sont sur le bureau ne me semblent pas très différentes. Par contre, celles qui sont ici au niveau de la barre de lancement rapide, de la barre des tâches, me semblent beaucoup plus épurées. Et lorsqu'on ouvre par exemple l'explorateur de fichiers, alors j'ai bien aimé. Bon, ici, là, les fenêtres, je pense que ça contraste un peu. Parce que par exemple, le tout premier écran que j'ai vu, celui qui permet de faire les configurations initiales dans Windows 11, ils avaient des bouts arrondis qui, à mon sens, correspondent à peu près à l'esthétique globale du système. Mais la fenêtre ici, elle est un peu plus rigide. Ça me rappelle plus Windows 10. C'est pas mauvais, c'est pas désagréable, c'est pas laid. Mais je trouve que c'est personnel, hein, que ce n'est pas pleinement cohérent avec ce qui avait été annoncé. Et ça contraste un peu avec, vous regardez un peu la nature des icônes ici, là.
Je les trouve vraiment très, très délicates. J'ai l'impression d'être dans une distribution, dans une distribution Linux. Alors, c'est vraiment très agréable. On va parler de la performance tout à l'heure, mais jusqu'à présent, l'ouverture des fenêtres et tout le reste, c'est plutôt agréable, c'est plutôt normal. Alors, expérience utilisateur, de quoi est-il question ici? Vous voyez les icônes, elles sont arrondies, la fenêtre est ici. Bon, ben, euh, je pense qu'il manque. Bon, mais en même temps, c'est la version, pas démo, mais. Ok, OneDrive, non, je ne veux pas l'installer pour le moment, la date. Très bien. Ok, une des premières choses qui frappe vraiment l'imaginaire, c'est la barre des tâches. Traditionnellement, et la barre de lancement rapide, traditionnellement, je peux dire que pratiquement depuis le début, hein, ça s'est toujours situé par défaut en bas à gauche, mais là, c'est au centre carrément. Donc nous avons le bouton démarrer. Ah, il y a le logo également qui a changé. Il est plus, comment dire ça? Il est plus carré. Alors là, je sais pas, j'ai des icônes, je sais pas, elles apparaissent pas, je sais pas si c'est un problème ou quoi. Donc nous avons le bouton démarrer qui est là, ici au milieu. Je vous dirais que c'est rafraîchissant. C'était pas souvent comme ça, maintenant c'est comme ça. Bon, ben, c'est intéressant. Euh, le bouton de recherche, je le trouve beaucoup plus rapide que celui de Windows 10. Il est vraiment snappy là. Bon, peut-être aussi c'est parce que j'ai encore rien installé. Donc il est plutôt réactif. Alors ça c'est quoi? Task View. Ah ok, c'est pour la gestion des bureaux virtuels. Ok. Un autre comportement que je pense qu'ils ont emprunté à Linux. En tout cas sur Linux, c'est quelque chose qu'on retrouvait depuis de très nombreuses années. Ça c'est quoi? Les widgets. Ah, ok, ok, c'est les widgets. Oui, j'imagine c'est pour pouvoir voir le journal, Bing, la météo, ce genre de choses. Je ne me suis pas encore connecté. L'explorateur de fichiers, avec ces icônes que je trouve vraiment très, très délicates. Magnifique. Nous avons également par défaut Microsoft Edge. C'est la version... je pense que c'est la version qui utilise Google Chrome ou Chromium en arrière-plan, je pense. Donc, suivant, you are in control, try collections, get rewarded, complete setup, inspirational, informational, focused. Bon, je vais prendre inspirational. Continue without signing. Je vais le faire un peu plus tard. Alors, essayons de voir un peu pour voir la fluidité. Si on va sur sokawakata.com, ouais, c'est plutôt fluide hein, pour une machine virtuelle. On va voir la performance tout à l'heure. On y reviendra. Alors, nous avons également par défaut ici la boutique Microsoft. Ils ont vraiment fait un travail. Peut-être ils ont une nouvelle équipe de designers parce que c'est vraiment épuré. Au niveau des icônes, en tout cas, le travail, je trouve, pour le moment, est formidable, il est cohérent. Alors voici la boutique. Nous allons l'explorer tout à l'heure. Ubuntu, Kizako Keda. Et bref, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Euh, alors, ici, si on clique là, nous avons accès au niveau des applications. Alors, qu'avons-nous par défaut? Qu'avons-nous par défaut? Donc, je vais venir ici. Bon, déjà, nous avons les applications qui sont pinned, épinglées. Ce sont les applications principales.
Nous avons le navigateur, bien entendu, le courrier, l'heure, le calendrier, la boutique, les photos, settings, la calculatrice. OK. Observons, on peut voir toutes les applications. Quelles sont celles qui sont là par défaut? Nous avons l'alarme, la calculatrice, le calendrier, la caméra. La caméra, de quoi il s'agit? Ah, ok, 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 ok. Ça se connecte à la caméra. Ok, d'accord, parfait. Bah oui, la caméra. Nous avons Cortana, Feedback Hub, File Explorer, le gestionnaire de fichiers. Groove Music, une application pour le courrier électronique, pour les cartes. Microsoft News. Solitaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle version de Solitaire est-ce? Oh, ok. Je regarderai ça une autre fois. Euh, Microsoft To Do, Movies and TV. De quoi est-il question? Je suis pas très Microsoft, hein, donc sauf pour le bureau. Mais au bureau, ça c'est le genre d'application que j'essaye même pas d'ouvrir en général. Ah ok, je vois un peu. C'est un peu comme Google Play Music, Google Play Vidéo. Ça doit être la version Microsoft de l'application. Donc aujourd'hui, c'est une revue rapide, on va pas passer ça en détail. Notepad, en tout cas l'icône est fantastique là. Est-ce qu'ils ont bonifié l'application? Non, pas du tout. Ils se sont même pas inspirés de Notepad++. On a toujours les mêmes, apparemment du moins, on a toujours les mêmes fonctionnalités. Alors ça, c'est quelle version? Notepad est là depuis le début, la version 10.21. Ok. Quoi d'autre? Alors, Office. Alors, ça, c'est quelque chose que Microsoft, euh, je sais pas. Une des choses qui m'avait impressionné chez Linux au tout début, c'était le fait que quand on installait une distribution, qui d'ailleurs tenait dans un CD de 700 quelque chose de mégas, et même à l'époque, Windows ne tenait pas sur un CD, je pense pas. En fait, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps. Dans tous les cas, dans un CD, vous aviez le système d'exploitation qui vous offrait l'environnement du bureau, le gestionnaire de fichiers, les outils de base pour compresser. Et je pense qu'à l'époque, Windows n'avait même pas WinZip, hein. WinZip était, il fallait installer WinZip séparément. C'est un peu plus tard qu'ils ont intégré un compresseur de fichiers dans le système. Avant, il n'y avait pas, il fallait installer ça séparément, etc. Alors que les distributions Linux, depuis très longtemps, intègrent ces éléments-là par défaut. En plus de tout ça, ils intègrent une suite bureautique, même pas une application de bureautique. Donc, on n'est pas en train de parler de Notepad ou WordPad. Soit dit en passant, est-ce que WordPad est là? Oh, oh, pour la première fois, ils ont dégagé WordPad. Et bois, il n'est pas là. Bon, bref. Non, donc, c'est pas juste une application de traitement de texte, c'est carrément une suite bureautique qui était offerte dans pratiquement toutes les distributions, avec traitement de texte, tableur, présentation, parfois base de données. Kizako Keda. We are adding a new feature to Windows. Ah, bref, on va voir ça tout à l'heure. Alors, je suis vraiment surpris qu'en 2021, ils n'offrent toujours pas de suite bureautique dans leur image qui est toujours aussi gigantesque. Et c'est d'autant plus troublant qu'ils offrent Office Online, qui offre des versions gratuites pour un usage personnel. Ils auraient pu interfacer ça. Il y a des distributions Linux qui, dans les applications de la catégorie bureautique, vous mettent des liens vers euh, Word Online, Excel Online, PowerPoint Online. Donc, pour peu que vous ayez un compte Microsoft, vous y avez accès, un peu comme avec Google Docs, Google Slides et tout le reste. Ils auraient pu mettre au moins ces liens
suis vraiment dépassé par les événements. Alors, si je clique sur Office, que va-t-il se passer? Je rêve, on ne sait jamais. Ok, c'est à peu près ça. Bon, je retire partiellement ce que j'ai dit, j'avais pas testé. Je suis désolé, je suis pas vraiment très Microsoft. Ok. Donc, il propose de sign in. Mais ça aurait été peut-être beaucoup plus simple d'avoir, en fait, c'est moi qui dis, hein, d'avoir carrément Word Online, Excel Online, etc., etc. OneDrive, bien entendu. Paint, voilà un autre sempiternel. Est-ce que quelque chose a changé? Si Notepad n'a pas changé, je ne vois pas pourquoi Paint changerait. Paint ne semble pas avoir changé non plus. About 10.21. Ah, mais on dirait que... Attendez un peu. 10.2104. J'ai l'impression que c'est ce que il y avait dans Notepad. 10.2102. Ah, close. Ok. Ça ne semble pas avoir évolué. Bon, j'ai pas testé les fonctionnalités, mais visuellement, ça semble être pareil. Mais c'est là que je trouve que... Bon, c'est une fois de plus, c'est la version démo. Mais je trouve qu'ils sont pas allés nécessairement au bout du rêve qu'ils nous ont vendu. Parce que l'interface est vraiment très épurée, ça a l'air un peu arrondi là, mais ici à l'intérieur, ça n'a pas beaucoup changé. Mais bref, ils ont déjà fait ce changement, c'est déjà magnifique. Snip and Sketch, Snipping Tool, alors ça c'est quoi? Snipping Tool, je le connais. Snip and Sketch, voyons voir. C'est pas un rôle similaire à celui-ci? J'ai l'impression que ce sont deux applications qui font la même chose. In a future update, Snipping Tool will be moving to a new home. Ah, c'est peut-être dans lui qui va le remplacer. Ah, Snip and Sketch, c'est son successeur. Ok, ok, donc c'est la passation de pouvoir. Dans celui-ci, il va disparaître probablement dans la version pleine de Windows 11 ou alors disons dans un futur imminent. Ah, c'est son successeur. Ok, bon à savoir. Donc c'est pour assurer la transition probablement. Qu'avons-nous d'autres? Sticky Notes, oui. Tips, Voice Recorder, ok. Weather, Windows Ease of Access, Kezako Keda. Ah, ok, 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 c'est pour l'accessibilité, parfait. Windows Security, ok. Windows Terminal. Ah, maintenant il appelle le terminal, ce n'est plus Command Line. PowerShell. Voyons voir si je tape CMD. Command Prompt. Ok, ils sont toujours là. Ok, parfait. Ok, parfait. Justement, lui, le power line, là, le terminal, je vais le pin. Donc, je clique droit, je vais faire pin to start. Oh non, pas pin to start. And pin from start. More. Pin to taskbar. Ouais. Bon, vous savez, les Linuxiens et le terminal, hein. Ah, il peut pas aller plus loin que ça. Ok, on va le laisser là. Alors, qu'avons-nous d'autres? Windows Tools, Xbox Game Bar, et puis Your Phone. J'ai cru entendre que on pouvait connecter cette version de Windows, on pouvait la faire communiquer, pas nativement, mais presque, avec les téléphones Android et iOS. C'est peut-être vrai, je ne l'ai pas essayé. Alors ici au niveau du navigateur, bon, j'ai pas grand chose à dire. Si c'est la version qui est basée sur Chromium, euh, elle est bien, hein, parce que... Alors, About,
Hmm, About Edge, version 9. Mais je pense, je sais pas où est-ce qu'on peut vérifier ça. Bon, j'ai pas l'intention de le faire là maintenant, mais on reviendra. Alors, Microsoft Store, est-ce que c'est plus responsive? Roblox? Voyons voir. Comment s'appelle le fameux jeu là? Fortnite. Ça traîne un peu. Bon, là, je sais pas si c'est parce que c'est la machine virtuelle ou si c'est l'application qui lag. Alors, pendant qu'on poursuit notre exploration, une des nouvelles qu'ils ont annoncées, c'est le fait que désormais, on sera capable, à partir de Windows, d'exécuter des applications Android. Alors ça, c'est assez intense. Par contre, il y a un tour de passe-passe, c'est que ils vont utiliser pour cela comme passerelle. Ah, ce film-ci, il est amusant. Ils vont utiliser comme passerelle l'Amazon, Amazon, je sais pas trop quoi, Amazon Store. Donc, on va voir un peu. J'aurai l'occasion probablement de revenir dessus. Donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, on installe le store d'Amazon et une fois qu'on a installé le store d'Amazon, on se connecte avec notre compte Amazon et on peut maintenant télécharger sur notre ordinateur Windows 11 des applications qui sont disponibles dans le store d'Amazon. Alors, les applications qui sont dans le store d'Amazon, ce ne sont pas toutes des applications Android. En fait, ce sont toutes des applications Android, mais le catalogue n'est pas aussi fourni que le catalogue principal d'Android dans le Play Store. Il y a plusieurs applications d'importance qui manquent. Alors, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que c'était si différent. Est-ce que c'est parce que les codes sources sont différents ou alors ce sont les licences à débourser qui sont différentes et qui font que les développeurs qui développent pour le Play Store ne développent pas nécessairement pour Amazon? Je sais pas. Donc, je ne fais pas beaucoup de développement orienté Amazon ou Android, donc je ne serais pas capable de dire. Je n'ai pas vu, par contre. Ah, settings. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Système, qu'est-ce qu'ils ont pour nous? Ça me semble être à peu près comme Windows 10 ici. Display. Alors, personnalisation, regardons un peu. Ouais, ça semble similaire à Windows 10. Je sais pas s'il y a quelque chose de différent. La couleur d'accent, ok. Lock screen, ok. Les thèmes, quels sont les thèmes avec lesquels ils nous ont... Il n'y en a pas beaucoup. Et là aussi, c'est autre chose, c'est un autre élément que j'ai souvent du mal à comprendre. Par exemple, ici, background, à ce que je comprends, ils nous ont fourni 5 images. Et au niveau des thèmes, ils nous en ont donné un, 2, 3, 4, 6. Alors que sur Linux, je ne sais pas combien de thèmes ils donnent. Parfois, ils en donnent trop. Bon, vous allez me dire, certains thèmes se ressemblent, les variations sont très minces, sont très petites. Ok, mais ça pèse pas tant que ça. Donc, ils auraient pu être plus généreux.
Taskbar, device usage, alors ça c'est bon. Apps, uninstall, tout ça. Gaming, ok. Update and security. Ah, ok. Link your Android and iPhone. Ouais. On retestera cette fonctionnalité un peu plus tard. Les devices, ouais, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait déjà, dans Windows 10. Alors moi, pour ma part, je suis impressionné. Je ne suis pas encore conquis, mais je suis vraiment impressionné. Je ne m'attendais pas du tout. En général, mon rapport avec Windows est un rapport plutôt neutre, ok? Je l'utilise dans certains contextes professionnels, sans plus. C'est un système d'exploitation comme un autre. J'ai travaillé avec tellement de systèmes d'exploitation que je m'adapte tout simplement. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Mais je ne m'attendais pas à recevoir cette claque dans le visage, du moins lors des premiers affichages de l'interface. À l'utilisation de cette version-ci dans une machine virtuelle, ça semble correct. Pas de lag particulier. Là, j'utilise comment dire ça, les caractéristiques minimales recommandées. Et ça semble être correct. Bon, j'ai rien fait d'intense, c'était juste de la découverte. Je trouve qu'ils ne sont pas allés au bout de leur concept, du moins dans la version de développement, parce il semble y avoir une volonté d'arrondir ou alors de rendre les icônes beaucoup plus fines, mais les interfaces au niveau, par exemple ici vous voyez le menu démarrer, les bouts ici sont arrondis, ok, ça me semble cohérent avec le design global. Par contre, quand on ouvre les fenêtres, euh, c'est beaucoup plus rigide, ça casse un peu. Bon, je sais pas s'il y a une option quelque part pour changer cela. Taskbar Settings, j'ai cliqué droit dessus. Donc on peut changer l'alignement, peut revenir à gauche, la version classique, ou on peut mettre au centre. Ça change un peu, donc je vais laisser au centre. Show Desktop Button, Show Widget Button, ok. Badges, qu'est-ce qu'on peut faire? Show Task View, Show Search Button, ok. Ok. Ah, j'ai oublié. Je sais pas comment ça se déclenche. Alors, je sais pas comment ça se déclenche, mais le, le snapper, les mécanismes de snap semblent aussi avoir évolué. Mais je sais pas comment ça se déclenche. Alors, c'est pas le bouton démarrer. Est-ce que c'est le bouton tabulation? Non, c'est pas le bouton tabulation. Alors, dans le clic droit, nous avons Open in Windows Terminal. Ça, c'est bien. WinZip est intégré. Ça, c'est bien. Display Settings. Ok, c'est la même chose que tout à l'heure. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter là. Ouais, je suis... Ah, j'allais oublier quelque chose. Comment est-ce qu'on voit les performances ici? Clic droit, Alt. Ah, premier problème. Je ne pense pas avoir vu Windows Tool. Je ne pense pas avoir vu... Alors, Control Panel, le gestionnaire de tâches. Oh, on a Power Automate qui est là. C'est intéressant ça. Que fait-il? Ah, voici le Task Manager. Steps Recorder, ok. Panneau de contrôle, ok, 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 ok. Alors ça c'est bon. Oh, Power Automate.
vient par défaut avec le système. Ça, c'est intéressant. Soit dit en passant, vous pourrez consulter, restez à l'affût, nous sommes en train de préparer un cours sur SharePoint où on va parler très brièvement de Power Automate et de certaines des choses qu'on peut faire avec pour faciliter un peu la gestion de certaines tâches sous SharePoint. Ok, bon ben, on verra ça plus tard. Alors, je vais fermer. Alors, en termes de performance, je pense que j'ai tout fermé. Nous utilisons à peu près 50% de mémoire. Network, je ne fais pas grand-chose, 1%. Ok. Nous sommes à 4 Go. Ça veut dire que le système est en train d'utiliser en ce moment 2 Go ou presque. C'est un peu intense. Bon, mais l'application est belle. Elle est probablement en train de consommer beaucoup de mémoire là. Alors je me demande ce que ce sera si jamais je suis en train de faire quelque chose d'intense. Ah, mais ça a toujours été le problème avec Windows. En dehors peut-être de Windows XP, qui pouvait tourner genre de manière assez correcte, hein, avec 128 ou 172, je me rappelle plus très bien, j'avais fait l'expérience. Toutes les autres versions de Windows consomment passablement de l'espace et de la mémoire. Oh, justement, en parlant d'espace, en termes de disque dur, j'en suis où? Donc, l'installation m'a pris 30 Go à peu près. Et il n'y a pas de suite bureautique. C'est incroyable. Donc, en fait, tout ce qu'on a vu là, tout ceci, il n'y a même pas de chiffrier, rien, 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 rien. Donc, tout ceci, c'est 30 Go. Et côté performance, on reviendra. Alors, ça va clore notre analyse exploratoire et initiatique de Windows 11. Je tiens à rappeler que ce n'est que la version démo ou dev ou insight ou insider ou peu importe. C'est pas encore la version pleine. Mais elle me semble vraiment très stable. Et le processus de mise à jour aussi semble intéressant. Bon, peut-être on reviendra, on fera d'autres capsules à cet égard. À la prochaine.